que depuis quelques années, notre espace sahélien est confronté à d'énormes problèmes sécuritaires se rapportant au terrorisme principalement. Les défis sont importants, mais force est de reconnaître que des progrès ont été réalisés, même si beaucoup reste à faire. En vérité, la difficulté de la tâche s'explique aussi par la complexité de la problématique sécuritaire dans laquelle certaines puissances étrangères à notre espace continuent de jouer un rôle de déstabilisation dans l'espoir de reconquérir leurs privilèges aujourd'hui perdus. Question, Monsieur le Président, quel est, de façon générale, l'état actuel de la situation sécuritaire au Niger, voire de notre espace, de notre confédération AES? Est-ce que la situation est sous contrôle en dépit des difficultés? Quelles sont les perspectives d'ensemble? Merci Abdoulaye. C'est un plaisir de partager avec l'ensemble de nos compatriotes de la Confédération et du monde qui nous suivent par rapport à cette problématique sécuritaire dans notre espace. Vous l'avez dit, une problématique liée à des intérêts géopolitiques et géostratégiques. Mais permettez-moi, dans un premier temps, de rendre hommage à l'ensemble des peuples de la Confédération, particulièrement au vaillant peuple nigérien, leur présenter mes condoléances pour les morts civils et militaires. Également, rendre un hommage à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui, au prix de sacrifices énormes, se battent jour et nuit pour garder notre espace confédéral, notre pays, particulièrement le Niger, debout. Pour répondre à votre question, il faut faire un rappel historique, car comme le dit le Coran, le rappel sauve. Il faut rappeler, pour que les Nigériens et les autres peuples comprennent la définition de cette menace à laquelle nous sommes confrontés, les implications qui sont derrière cette menace, qui n'est autre ou qui ne sont autres que la défense des intérêts géostratégiques ou géopolitiques des puissances impérialistes, mais particulièrement néocolonialistes. Il faut toujours placer les événements dans leur contexte de globalisation. Je veux dire placer les éléments ou les événements dans leur contexte de globalisation en rappelant en 1979, beaucoup l'ont oublié, beaucoup d'autres ne l'ont pas connu, une prise d'otage en Arabie Saoudite, dans la grande mosquée de la Mecque. Prise d'otage des pèlerins associés ou attribués à ce qu'on a appelé les fondamentalistes, c'est-à-dire des jeunes étudiants qui étaient en thèse peut-être de doctorat ou autre dans le domaine de l'islam. Face à cette prise d'otage, des pays vont se mobiliser. Et parmi ces pays, bien sûr, la France sera le premier à demander à l'Arabie Saoudite de les laisser mettre à la disposition
de l'État et du Royaume d'Arabie Saoudite, ce qu'on a appelé, ou qu'on appelle toujours, le GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale française. Mais les Saoudiens savaient que c'est le pyromane qui veut jouer le jeu du sapeur-pompier. Ils ont poliment, mais de façon diplomatique, rejeté cette offre. Cette offre, ils l'ont substituée par l'intervention des forces spéciales du Pakistan. Parce qu'ils conçoivent que les forces spéciales du Pakistan sont des forces qui sont composées par des musulmans et qui peuvent accéder à la mosquée où plusieurs centaines de pèlerins étaient pris en otage. Ça s'est passé en novembre 1979. La crise va connaître son dénouement un mois plus tard, en décembre 1979. Mais ce n'est que le début d'un grand complot que je ne saurais relater ici intégralement. D'accord. L'un dans l'autre, en 1980, le conflit va se déporter, où les puissances néocoloniales et impérialistes vont déporter ce conflit en Afghanistan. Vous savez ce qui s'est passé en Afghanistan de 1980 jusqu'en 1986 exactement. Vous connaissez les implications qui ont eu lieu en Afghanistan. Après l'Afghanistan, ce conflit va se déporter un peu plus loin, en Irak. Nous savons ce qui s'est passé en Irak. Nous connaissons les acteurs, nous connaissons les implications et nous connaissons les intérêts géostratégiques et géopolitiques et tous les non-dits qui ont couronné malheureusement cette période où beaucoup de citoyens irakiens ont perdu leur vie. Le néocolonialisme ne s'arrêtera pas à ça. Un foyer s'éteint, c'est un autre qui est déjà programmé pour s'allumer. Le conflit va revenir en Syrie. Mais avant d'arriver en Syrie, ils ont tenté de l'allumer plus proche de nous, en Algérie, avec les retours des Moudjahidines qui revenaient de l'Afghanistan. Donc la Syrie a été un autre point de chute de ses intérêts géostratégiques et géopolitiques des puissances impérialistes néocoloniales. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Syrie jusqu'à la dernière évolution où tout le monde a suivi et tout le monde a découvert le grand jeu de ces puissances néocolonialistes. Mais avant la fin de la Syrie, ils ont mis également un foyer en latence qu'ils ont rallumé, c'était la Libye, à notre frontière nord. Nous savons ce qui s'est passé en Libye et nous savons quels sont les acteurs qui étaient derrière ce qui s'est passé en Libye et quelles sont les conséquences de cette intervention face à laquelle, malheureusement, nos pays africains n'ont pas eu le courage d'élever la voix. Je fais ce rappel pour que les gens comprennent que si aujourd'hui je suis en mesure de m'adresser directement aux concitoyens, beaucoup d'efforts ont été consentis. Nos forces de défense et de sécurité ont consenti beaucoup de sacrifices. Pour venir au cas spécifique du Sahel de façon globale et de la Confédération encore de façon plus précise et du Niger en particulier, je rappellerai
quels sont les acteurs qui sont derrière cette situation que nous vivons aujourd'hui. Ces acteurs ne sont autres que la France, accompagnée de l'Union européenne, malheureusement, et du régime sortant des États-Unis d'Amérique. La France a utilisé plusieurs moyens pour nous déstabiliser. Vous vous rappelez, le 26 juillet, date de la révolution qui a cours au Niger. 2 jours après, le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, qui était en visite dans un territoire ou département d'outre-mer, a convoqué un conseil de défense. Je dis bien un conseil de défense sur la situation au Niger. C'était bien, je le dis et je le répète, le 28 juillet 2023, donc 48 heures après les événements du 26 juillet. Face à ce conseil, des décisions ont été prises et, entre autres, il faut par tous les moyens rétablir Bazoum au pouvoir. Pour rétablir Bazoum au pouvoir, il y a eu des propositions, notamment l'utilisation de la CEDEAO comme marionnette. Mais bien sûr, ce n'est pas eux qui disent marionnette. Et ils présentent la CEDEAO comme un défenseur de la démocratie, droit et ordre constitutionnel. Le régime français ne s'est pas limité à utiliser, manipuler la CEDEAO. Ils ont créé, et je l'ai rappelé lors de mon dernier entretien du 25 décembre 2024, ils ont créé une première cellule. Ils ont appelé la cellule chargée de réflexion sur le commandement pour l'Afrique. Cette cellule, je l'ai rappelé, a été confiée à Jean-Marie Bockel, je l'ai dit dans l'entretien du 25, qui lui-même a fait appel à des officiers supérieurs des forces armées françaises, notamment David Pawlowski, ensuite Paul Menon Bertheux. En son temps, également, j'ai dit les postes qu'ils ont occupés. C'est ça. L'un de l'autre, ils avaient eu pour mission, de la part de Jean-Marie Bockel lui-même, désigné et mandaté par Emmanuel Macron, de réfléchir pour trouver les moyens, non seulement d'empêcher toute autre contamination, puisque ce qui s'est passé au Mali, au Burkina et au Niger est considéré comme une maladie contagieuse qu'il fallait par tous les moyens éradiquer. Ces gens ont réfléchi, je l'ai rappelé également dans l'entretien du 25, auquel nos téléspectateurs peuvent se référer. Et pour aller plus vite, ils ont fait des propositions. La France, qui est présente sur 5 pays militairement, qui sont le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal et Djibouti, par rapport à la proposition du commandement pour l'Afrique, à l'image de l'Afrique comme des États-Unis, proposer que ce nombre où on a annoncé aux Africains, les Français sont en train de se retirer, passe à 15 pays. J'ai cité les 15 pays. Beaucoup se sont
mis à démentir, mais on ne peut pas démentir une vérité. Ouais. Qui est là. C'est une vérité historique. Désormais, Emmanuel Macron l'a confirmé. Je ne reviendrai pas sur ces pays parce que je les avais déjà cités. Mais les Africains doivent prendre conscience que ce que projette la France, elle fera tout pour l'atteindre, même si c'est d'ici 100 ans. Un général français l'avait dit à Béché, nous étions en Afrique il y a 200 ans, nous étions repartis il y a 60 ans, nous devons, puisque nous sommes de retour, rester pour minimum 100 ans. Ce n'est pas des paroles en l'air. Okay. Ce n'est pas des paroles en l'air quand on les met côte à côte avec ce que le général Lecointre a dit il y a quelques mois, en 2024, qu'il va falloir, avec l'Union européenne, traverser la Méditerranée, même si c'est dans 1 an, 2 ans ou 10 ans, pour reconquérir par les armes sur le feu l'Afrique. Parce que la France et l'Europe sans l'Afrique, c'est la souffrance en perspective. Un autre génie français avait dit également, puisque les troupes et l'ambassadeur français que nous avons expulsés sont en train d'être évacués, ils vont utiliser ce temps qui est favorable à la déstabilisation subversive. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des paroles mûrement réfléchies, c'est des paroles fruits des échanges stratégiques que ces gens entretiennent, contrairement à nos pays africains, où chacun, pour préserver son 2e, 3e, 4e mandat, est prêt à sacrifier son frère. Pour revenir à ce qui a été mis en place et dont on voit le déroulement actuel, toujours en 2024, après cette cellule dont Jean-Marie Bockel avait eu la responsabilité, pour laquelle il a présenté le résultat le 23 octobre 2024 à la présidence française, donc à Emmanuel Macron. Il a initié, il ne s'est pas arrêté là, pour vous montrer l'esprit européen qui entoure tous ces événements que nous vivons aujourd'hui. Il a entrepris une campagne de présentation. Il a déjà fait l'Italie. Il devait faire l'Allemagne en novembre 2024. Et c'est là où nous avons cessé d'accorder d'intérêt à ces actions pour nous concentrer sur l'essentiel. C'est ça. Donc après cette cellule, une autre cellule a vu le jour en septembre, toujours de l'année 2024. Cette cellule, l'ont appelée la cellule Sahel de l'Élysée. La cellule Sahel de l'Élysée a été confiée à un certain Christophe Guilou, ou Guilhou, je ne sais pas la prononciation. Guilhou s'écrit G-U-I-L-H-O-U. D'accord. C'est au téléspectateur ou bien aux Français de nous dire comment ça se prononce, mais moi je considère que c'est Christophe Guilou. D'accord. Donc c'est Christophe Guilou, ou Guilhou, je ne sais pas, a également, comme Jean-Marie Bockel, désigné un autre génie pour conduire la réflexion. Je rappelle que Christophe Guilou était ambassadeur de France au Cameroun. Et il a pris le titre d'ambassadeur et envoyé
spécial français au Sahel. Il va désigner un certain Jérémy Robert. C'est lui le génie qui va conduire toujours cette réflexion par rapport à la leçon la mieux adaptée à donner au pays de la Confédération. Ce Christophe Jérémy va constituer son équipe. Lui, il aura le titre de conseiller Afrique de l'Élysée. Je dis bien conseiller Afrique de l'Élysée, le Jérémy Robert. Il va constituer cette cellule Sahel qui sera composée de la DGSE française, de l'Organisation internationale de la francophonie, je dis bien l'Organisation internationale de la francophonie, et d'une direction géopolitique du ministère français des Affaires étrangères. Cette cellule, selon leurs propres termes, aura à sa disposition des fonds illimités. Des fonds illimités, je le dis avec insistance, parce que ça prouve l'importance que le régime subversif français accorde à cette cellule Sahel. Disposant de fonds illimités, sa mission sera d'amplifier tout événement qui se produira dans la Confédération États du Sahel. Particulièrement tout événement qui aura lieu ou qui n'a même pas eu lieu au Niger. Je dis bien qui n'a même pas eu lieu au Niger. D'accord. Elle aura également pour mission, à travers la DGSE française, de conduire toutes les opérations subversives de déstabilisation au sein de la Confédération, et particulièrement au Niger. Cette cellule Sahel aura également pour mission de tout faire, par tous les moyens, pour diaboliser les relations entre les États de la Confédération et la Fédération de Russie, la Turquie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Voilà, entre autres, les missions qui ont été confiées à cette cellule. L'importance de ce rappel, c'est pour que nos compatriotes nigériens et de la Confédération, et même du monde, puisque nous avons une diaspora confédérale à travers le monde, comprennent ce qui se passe présentement dans notre espace. C'est une guerre informationnelle, c'est une guerre de déstabilisation, c'est une guerre de néocolonisation qui est conduite avec les financements français, européens et occidentaux. Mais des puissances, je le répète, néocoloniales, impérialistes, occidentales. La France et ses autres acolytes ne se sont pas limités à la création de ces cellules où elles ont confié des missions bien particulières. La France a également infiltré tous les mouvements qui initialement étaient appelés des mouvements indépendantistes, ensuite des mouvements djihadistes,